Bonjour à tous. 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Bonjour Alain Giresse. Bonjour Eric et bonjour à tous, mais vous pouvez appeler Gigi, comme tout le monde. Gigi, aujourd'hui on va parler de cette fameuse Coupe du Monde 1982 et j'ai presque envie de vous dire cette histoire avec l'équipe de France, mais qui n'a pas commencé cette année-là. Ah non, mon histoire avec l'équipe de France a commencé en 74, puis avec une petite attente, 77, 78, quelques apparitions. Mais rien de concret, rien d'installé. Et puis est arrivé 81 où avec Bordeaux, j'avais pris une autre dimension, que des joueurs comme Beckenbauer se demandaient pourquoi je jouais pas en équipe de France, notamment dans une interview. Et là, il y avait un match de qualification à la Coupe du Monde 82 contre les Pays-Bas. Et la grande interrogation des médias, c'était Platini et Giresse ne pourront pas jouer ensemble. Donc, en me rendant au rassemblement, j'ai demandé à Michel Hidalgo, Michel Platini qu'on se voit, et pour savoir si Michel Hidalgo allait nous aligner, il a dit que oui, et que j'ai dit à Michel, mais pour moi, ça pose pas de problème, pour lui non plus, et qu'on soit tous les trois en phase pour préparer ce match important. Voilà, donc ça s'est très bien passé, on s'est qualifié. On a gagné, on s'est qualifié après contre Chypre et mon histoire avec l'équipe de France s'est relancée et notamment en association avec Michel Platini et les matchs qui ont succédé, eh bien, ont démontré qu'on pouvait parfaitement s'entendre et nous avons préparé cette Coupe du Monde à fond romeu, puis des matchs de préparation, notamment un match contre le Pays de Galles à Toulouse, en perspective du premier match contre l'Angleterre. Et voilà, j'étais dans le groupe France, j'étais installé dans le début de cette grande compétition. Avant de parler précisément de cette Coupe du Monde 82, la notoriété qui était la vôtre par rapport à Michel Platini, comment on pourrait dire que vous étiez de son niveau, au niveau de l'impact médiatique et public, ou vous étiez, malgré votre âge, le petit jeune qui arrivait? J'étais le capitaine des Girondins, les Girondins de Bordeaux qui montaient en puissance avec une équipe remplie d'internationaux, et moi je tenais ma place avec tous ces internationaux. Donc, j'étais le bon joueur de Bordeaux qui est là, mais qui, au niveau international, ne s'est pas affirmé. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais mis, moi, après mes débuts, j'avais mis l'équipe de France complètement de côté en me disant maintenant c'est terminé. Mais quand j'ai vu un petit peu le potentiel de l'équipe de Bordeaux, les joueurs qu'il y avait, je me suis dit, mais maintenant, si je reviens en équipe de France, ça va être pour y rester. Et c'est avec cet état d'esprit que j'ai joué contre les Pays-Bas et tous les matchs qu'il y avait à venir pour vraiment maintenant pour tenter ma dernière chance. C'était mon dernier espoir de pouvoir m'installer avec la sélection. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 28 ans, 29 ans pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc, oui. Effectivement, on peut penser que c'est un petit peu tard. Oui, c'est un petit peu tard. Mais je suis issu d'une région où tout ce qui est vieilli est très bon. Rétrospectivement, 18 novembre 81, le France Pays-Bas 2-0, 5 décembre 81, le France Chypre 4-0. Vous êtes donc qualifié pour la Coupe du Monde, vous êtes second de la poule derrière la Belgique. Vous avez ce match préparatoire contre les Pays-Bas que vous perdez. Est-ce que vous vous rappelez de l'annonce de Michel Hidalgo pour les joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde en Espagne? Je m'en souviens très bien parce que c'était une attente. Et comme je le disais, j'étais revenu dans le groupe, mais je n'avais pas la garantie que j'allais être dans les 22, c'était 22 au lieu de 23, 22 joueurs pour la Coupe du Monde. Donc, on a fait un match amical France-Bulgarie à Lyon, sans les internationaux de Saint-Étienne et de Paris qui jouaient la finale de la Coupe de France le lendemain. Et Michel Hidalgo, dans la foulée, a annoncé la liste des joueurs retenus. Et je sortais du haillant après l'entraînement. Eh bien là, j'apprends que par la radio, voilà, j'ai la liste et j'ai mon nom qui apparaît. C'était un soulagement. J'étais au volant de la voiture, là, j'étais heureux comme fou, comme tout, de me dire, ça y est, je vais participer à une Coupe du Monde. Moi, c'était une grande histoire.
une grande histoire de joueur, quoi. Au-delà du joueur de football professionnel que j'étais, c'est toute une histoire d'un enfant qui rêve de Coupe du Monde. Et là, ça y est, j'atteignais déjà un rêve que j'évoquais quand j'étais plus jeune. Dans ces podcasts qu'on appelle Tout le monde m'appelle Gigi, on évoque aussi les petites histoires de votre vie de footballeur. À l'époque, Alain, on ne vous informait pas en amont des médias, vous n'alliez pas sur Internet. Comment ça se passait? Vous receviez un coup de fil du sélectionneur ou déjà vous saviez que vous alliez être pris? On espérait quand on était pris par les matchs retenus par les matchs qui préparaient à la Coupe du Monde. Et puis on attendait l'annonce officielle. Et après, bien sûr, on avait tous les éléments qui nous permettaient pour avoir la mise en place de notre organisation de déplacement pour rejoindre l'équipe de France. Mais non, voilà, on n'était pas informé par le sélectionneur. Mais vous savez, pour avoir été sélectionneur aussi, un sélectionneur peut avoir, à partir du moment où il a des habitudes avec ses joueurs, les prévenir, leur demander si tout va bien avant de les retenir. Là, non, j'ai appris à la radio comme n'importe qui. Voilà, quand j'ai entendu mon nom, après le reste, plus rien ne m'importait que d'avoir entendu mon nom. Dans cette première Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde 82, ce podcast va s'arrêter, on le disait tout à l'heure, après le match de quart de finale contre l'Irlande du Nord. Mais on va, si vous voulez bien, Alain, évoquer ce France-Angleterre à Bilbao, une chaleur incroyable. Et là, pardon, mais vous vous faites marcher dessus. Racontez-nous dans quel état d'esprit vous étiez. Alors, oui, on a démarré, on avait un groupe avec l'Angleterre comme équipe favorite, évidemment. Eh bien, nous sommes préparés à Font-Romeu. Nous avons donc, on l'a dit, joué ce match contre le Pays de Galles et on s'est rendu à Valladolid pour attaquer et démarrer par l'Angleterre. Mais l'Angleterre, on l'a joué à Bilbao. Et à Bilbao, effectivement, une chaleur énorme. Et là, déjà, on commence pour s'échauffer avec un sweat qui était très chaud. Déjà, on a souffert de cela. Dans le sweat, c'était pas tellement adapté. Et on a vraiment été pris au dépourvu. Les Anglais avaient leur façon de se motiver déjà dans le couloir avec les come on boy, on était là, ils nous toisaient comme ça. Ouais, et donc là, on n'est pas rentré du tout. On a raté notre match. Ça a commencé avec un but pris rapidement, marqué par les Anglais. Non, il n'était pas. À la mi-temps, on se couchait sur les carrelages pour essayer de trouver un peu de fraîcheur, tellement que cette chaleur, on n'avait pas prévu. On va comme ça dérouler toutes les situations, mais bon, et après, en dernier ressort, c'est pas des excuses. On est passé à les casser à côté, point final. Et là, on arrive sur le premier match qui a marqué l'histoire. On est le 21 juin 82. Vous affrontez le Koweït. Racontez-nous ce qui se passe et notamment cette histoire dingue dont vous êtes à la fois et l'acteur et la victime. Oui, mais alors avant de le préparer, si vous voulez, ce résultat négatif contre l'Angleterre avait créé un petit peu quelques turbulences. Quelques turbulences au sein du groupe, oui. On parle souvent de notre génération, mais c'était pas toujours tout rose. Ça n'a pas fait de bruit, mais en interne, c'était pas facile. J'ai eu, moi, un contact avec le président de la fédération qui m'a sollicité pour me demander un petit peu avec les anciens, un petit peu de remettre un petit peu d'ordre avec Michel Platini, le capitaine, de reprendre les choses en main pour se remettre sur le droit chemin et le bon chemin avant d'affronter le Koweït où, malgré la défaite, on avait encore des chances de se qualifier. Donc, vous voyez, tout ça, oui, il y a eu il a fallu régler en interne, on a su le faire parce que on avait une équipe assez mature, assez expérimentée, qui était capable de faire face sereinement et avec beaucoup d'intelligence les situations, et c'est ce qui a été fait. Et là, ce match contre le Koweït, tout se passe bien, on est bien dans nos têtes, l'équipe a été remise en place, rééquilibrée, et là, on est bien. Et arrive cette situation où déjà, il y a eu beaucoup de buts qui ont été refusés de la part de l'arbitrage. Et là, sur un ballon que Michel Platini me donne, je marque et tout d'un coup, on a à notre grand étonnement, l'émir du Koweït, enfin le frère de l'émir, qui est président de la fédération, descend au bord du terrain en réclamant à l'arbitre que ce but n'était pas valable sous prétexte qu'il y avait eu un coup de sifflet qui avait retenti depuis la tribune
et qui avait empêché ses défenseurs d'intervenir. Quand vous voyez la situation, l'action, Michel Platini qui donne un ballon, je peux vous dire que quand il donne un ballon, il met hors de position tous les défenseurs et moi je finalise. Donc voilà. Et là, le plus comique, enfin le plus tragique, je dirais, c'est que l'arbitre, oui, il écoute et il refuse, il élimine, il enlève mon but. Et puis tout d'un coup, il dit non, voilà, il n'y a pas but. Alors on s'imagine un petit peu si à chaque fois, sur les 4 buts que nous avons marqués, il était venu faire cela, le président de la fédération koweïtienne. Voilà, c'est un peu cocasse, mais maintenant on peut en rigoler, mais enfin c'est quelque chose d'assez rare et unique, d'ailleurs que c'est produit heureusement qu'une fois. D'ailleurs, l'arbitre a fini sa carrière d'arbitre sur cette rencontre. Vous n'avez pas marqué de la tête ce jour-là? Non, j'ai pas marqué de la tête ce jour-là. Ça, c'était déjà pas mal pour moi d'avoir un but refusé. Donc là, on a enchaîné. Après, derrière, on avait la Tchécoslovaquie et la Tchécoslovaquie. On a fait match nul et c'est encore Panenka, le fameux Panenka, qui nous a marqué son penalty. C'est ça. Donc, on se qualifie. Et là, ce match-là, il y a une anecdote aussi, c'est que ce jour-là, Michel Platini se blesse. Il est blessé. Et Jean Tigana, qui n'avait pas retrouvé l'équipe en tant que titulaire, l'a retrouvé pour le match suivant contre l'Autriche. Oui. Nous avons joué sans Michel Platini. C'était Bernard Genghini, Jean Tigana et moi-même. Et Jean Tigana était très heureux du joueur tchèque qui remerciait d'avoir blessé Platini pour le permettre de jouer. Ce qui fait que Michel est venu et c'est là qu'à partir de ce match Irlande du Nord, France, que Michel Platini a retrouvé son poste et Michel Hidalgo, c'est là qu'il a créé le premier carré magique. C'est là l'origine du carré magique, c'est de ce match-là. Voilà, tout est parti de là parce qu'il avait décidé de jouer à 4 et c'est aussi là que j'ai marqué un but de la tête en Coupe du Monde. Voyez, j'en ai fait des Coupes du Monde. Donc, ce jour-là, on m'a dit, mais tu as marqué contre les Irlandais, qui sont de grands joueurs, oui, mais on ne s'étonne pas quand eux, les grands, marquent du pied. Alors, pourquoi moi qui suis petit, je marque de la tête, on s'en étonne. Vous avez même marqué un doublé, Alain, contre cette Irlande du Nord. Vous êtes qualifié pour cette demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Mais ça, si vous voulez bien, Alain, ce sera l'occasion d'un nouveau podcast, toujours dans Tout le monde m'appelle Gigi. À bientôt, Alain. Merci et bonne journée à tous.